Bonjour, bienvenue à Saint-Germain-en-Laye au musée d'archéologie nationale qui accueille aujourd'hui un concert de musique classique par l'ensemble Calliope, un concert musique et muse pour cette journée internationale des femmes. Nous sommes dans un musée mais nous sommes aussi dans un château. Toute une lignée de rois ont habité dans ce château. François Ier, Henri IV, ses enfants, Louis XIII. Et Louis XIV y donne ses lettres de noblesse en organisant moult féeries des créations contemporaines de l'époque, Molière, Lully. Et c'est Napoléon III qui va faire une sorte de métamorphose et y accueillir sa grande passion qui n'est pas lui la musique mais l'archéologie. Nous sommes à la fin du 19e siècle, dans les années 1860. On voit ici qu'il s'appelle encore à l'époque Musée des Antiquités Nationales et maintenant c'est le Musée d'Archéologie Nationale. Aujourd'hui, j'aimerais vous convier justement à un projet musical qui va associer l'archéologie et la musique, une forme d'archéologie musicale. Je vous invite à m'accompagner. Je suis heureuse de vous présenter ce concert musique et muse de l'ensemble Calliope que je vous ai préparé. Calliope, la belle voix, muse de la poésie épique et de l'éloquence qui tient dans sa main des tablettes. Mère d'Orphée, le poète et le musicien, celui qui, par le charme de sa musique, parvenait à émouvoir les êtres inanimés. Et oui, c'est bien une histoire que Calliope va nous raconter aujourd'hui en musique, ou plutôt l'histoire du lien entre l'histoire et la musique. Nous pourrons découvrir et entendre successivement deux pierres angulaires des découvertes musico-archéologiques, l'Antiquité fantasmée par le compositeur Claude Debussy, la Grèce revue par Ravel, le mythe d'Ariane, lui, revu par un Canadien d'aujourd'hui, et la découverte ainsi que les interprétations du plus vieux chant du monde découvert à Ougarit en Syrie il y a 3000 ans. Petite surprise à la fin, un extrait de l'opéra créé ici même dans cette salle de concert de Louis XIV. Notre histoire commence en 128 avant Jésus-Christ à Delphes, en Grèce. Un chœur de 50 chanteurs et une douzaine de musiciens jouant sitar et holos, harpe et flûte, interprètent deux hymnes glorifiant Apollon lors d'une grande procession. 2000 ans plus tard, en 1893, la notation de ces hymnes à Apollon est retrouvée à Delphes sur des plaques de marbre accrochées au temple appelé Trésor des Athéniens, dédié depuis 600 avant Jésus-Christ au dieu Apollon. La fouille a été réalisée par l'École française d'archéologie d'Athènes. Il s'agit d'une découverte exceptionnelle, un témoignage unique d'un rituel musical découvert sur son lieu de création. Le système de notation musicale grecque est dérivé de l'alphabet et utilise les lettres, surtout pour la notation vocale. Les notes du chant, figurées donc par ces lettres, sont inscrites au-dessus des paroles. C'est l'archéomusicologue Théodore Reinach, né à Saint-Germain-en-Laye, spécialiste de la Grèce antique et père fondateur de l'archéologie musicale en France, qui étudie la notation de ces hymnes et en propose une transcription dans le langage musical de son temps. Il est rapidement décidé d'organiser un concert pour faire découvrir ce premier hymne. C'est une affaire royale, une affaire politique, puisque l'occasion pour la France de remercier la Grèce de la concession sur les fouilles de Delphes en 1892 pour 10 ans. Et on souhaite en faire un événement style Belle Époque. Le texte est traduit en français, y sont associées des œuvres de Offenbach, Massenet et Bizet. Et plusieurs autres concerts suivent jusqu'à Paris. Et là, c'est un événement patriotique qui honore l'École française d'archéologie face aux savants français. L'idée du chœur est abandonnée et remplacée par une voix de femme. Et on demande au grand compositeur national Gabriel Fauré d'harmoniser l'hymne. Suite à ce concert à la Sorbonne, un autre concert sera donné le 16 juin 1894 à l'occasion de la création des Jeux olympiques. Et ensuite, c'est un véritable world tour. Conservatoire de Saint-Pétersbourg, Londres, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Égypte, Prague, jusqu'à Hambourg, où un concert est organisé, dirigé par le chef d'orchestre Gustav Mahler. Le voici aujourd'hui pour vous, depuis le Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Le texte évoque les muses, filles de Zeus et son fils Apollon,
dieu des arts, du chant et de la musique. Le mode musical est dorien, le mode d'Apollon, par excellence, le seul qui, au dire d'Aristote, procure à l'âme un calme parfait. Dix ans avant la découverte de l'hymne à Apollon,
En 1893 est révélée à Tralles, non loin d'Éphèse, une autre notation musicale grecque. Il s'agit d'une chanson de la Grèce antique datant d'1 siècle après Jésus-Christ, l'épitaphe de Sékilos, gravée sur une stèle d'un monument funéraire découvert par un archéologue écossais à l'occasion de la construction du chemin de fer ottoman. La colonne n'est pas trop imposante et le texte gravé à la forme d'un diptyque. Sa première partie n'est pas dotée de symboles de notation musicale, mais la seconde, au contraire, est un modèle de lisibilité. Chaque syllabe est surmontée d'un symbole du solfège antique, qui est constitué de 1620 signes spécifiques. Cette notation musicale antique, de nature alphabétique, est précise et permet de déchiffrer la mélodie et le rythme. Ce rythme est un système typique de la musique grecque constitué de longues et de brèves, rendus apparents par différents styles de traits. Elle est aussi construite sur des modes mélodiques. Ici, on peut identifier le mode dit phrygien, qui emploie la même gamme de 7 notes que nous connaissons aujourd'hui. Peu après la découverte de la chanson Sékilos, Théodore Reinach, que nous évoquions pour l'hymne à Apollon, s'attelle à sa traduction. Voici la traduction qu'il propose de l'épitaphe de Sékilos. La pierre que je suis est une image. Sékilos me pose ici d'un souvenir immortel, signe durable. Tant que tu vis, brille. Ne t'afflige absolument de rien. La vie ne dure guère. Le temps exige son tribut. De Sékilos, fils de Terpe, muse de la musique. À la fin du XVIIIe siècle, les découvertes faites à Delphes par l'école française d'archéologie d'Athènes ont provoqué un grand renouveau de l'intérêt pour l'antique, dont témoignent de sublimes œuvres musicales des grands compositeurs français, dont Claude Debussy. Debussy est né à Saint-Germain-en-Laye en 1862 de parents potiers. Il est fortement impressionné par l'Antiquité et la mythologie, qu'il découvre notamment par des statues grecques exposées à Paris à cette époque. Prélude à l'après-midi d'un faune, Syrinx, Dieu Pan, c'est tout un univers fantasmé que l'on retrouve dans ses compositions musicales. Nous allons entendre maintenant successivement 3 œuvres, La fille aux cheveux de lin, Les chansons de Bilitis et ses épigraphes antiques. La fille aux cheveux de lin est un extrait des préludes pour piano écrit en 1910 par Claude Debussy. Nous l'entendrons dans un arrangement à la harpe. On peut mettre cette œuvre en parallèle avec une mélodie du même nom que Debussy avait écrit autour de 1882, mais qui n'a jamais été publiquée et qui porte le même titre. Elle est dédiée à une chanteuse de 13 ans l'aînée de Debussy dont il s'était épris, et pour lui prouver tout son amour, il mit en musique de nombreux poèmes. La fille aux cheveux de lin est la mise en mélodie du poème de Lecomte de Lisle, tiré des chansons écossaises de ses poèmes antiques. Sur la luzerne en fleurs assise, qui chante dès le frais matin, c'est la fille aux cheveux de lin, la belle aux lèvres de cerise.
Les chansons de Bilitis sont écrites par Claude Debussy d'après des poèmes de Pierre Louys, publiés en 1894, prétendument une traduction de l'œuvre d'une poétesse antique supposée, et à qui sont attribués ces poèmes érotiques et passionnés. Bilitis serait une jeune grecque du VIe siècle avant Jésus-Christ, originaire de Pamphylie, qui aurait vécu sur l'île de Lesbos, où elle aurait été rivale de Sappho, puis à Chypre. En fait, Bilitis est un personnage fictif dont Pierre Louys est l'auteur. Dans son recueil de poèmes en prose, il y déploie toute son érudition et sa connaissance des textes poétiques grecs. Nous en écouterons dans une transcription avec harpe un mouvement, la flûte de Pan. Dans ses épigraphes antiques de 1914, Debussy s'inspire encore de Pierre Louys et fait sonner sa musique avec des modes anciens. Chaque mouvement est précédé d'une épigraphe imaginaire chargée d'en délivrer l'esprit, pour que la nuit soit propice, pour la danseuse au crotale, pour l'égyptienne, pour remercier la pluie du matin. Je ne peux résister à vous montrer ce tambour birman ici au Musée d'archéologie nationale, utilisé pendant des cérémonies en Birmanie pour invoquer la pluie justement, comme le fait Debussy, lui, dans sa musique. Nous allons donc écouter dans une transcription pour harpe le premier des épigraphes antiques de Claude Debussy, Dieu Pan, Dieu du vent d'été.
En 1904, Pierre Aubry, musicologue et philologiste, prépare une conférence sur les folklores grecs et arméniens. Il demande au musicologue grec Michel Dimitri Kalvokorrechi de lui donner des exemples grecs. La chanteuse singère Louise Thomasé est d'accord pour les chanter, mais avec un accompagnement de piano. Pierre Aubry réfléchit et il demande l'aide de son ami compositeur Maurice Ravel. Ravel va écrire 3 accompagnements en 36 heures pour cette conférence qui se tiendra le 20 février 1904 à la Sorbonne. Il est tellement enthousiaste de ce projet archéologique qu'il arrange d'autres chants et le 28 avril 1906, Kalvokorrechi présente un récital dans la forme actuelle avec la chanteuse Marguerite Babayan. D'un projet de conférence archéologique, ça devient un chef-d'œuvre et c'est la première œuvre de Maurice Ravel à être acceptée par l'éditeur Durand. Voici donc les 5 mélodies grecques. Chanson de la mariée, Là-bas vers l'église, Quel galant mais comparable, Chanson des cueilleuses de lentisques et pour terminer, Touguet.
Voici maintenant un autre univers musical, inspiré aussi par la mythologie, celui de Murray Schafer, compositeur canadien, né en 1933, qui a bâti son esthétique sur le concept de paysage sonore, un peu le monde comme musique. Il va justement mettre en musique, en 1979, le mythe d'Ariane, dans une œuvre pour harpe où la musicienne est pratiquement mise en scène et utilise également moult petites percussions qui vont évoquer des sonorités mystérieuses et envoûtantes. Delphine, est-ce que tu peux un peu nous montrer ces petites percussions qui t'entourent? Oui, alors j'ai ici un bel tree, un arbre à cloche. Ensuite, j'ai plusieurs crotales, une aiguë, une crotale médium, une grave. J'ai un triangle, des woodblocks et une cymbale suspendue que je gratte avec l'ongle. Alors il y a aussi un autre petit secret dans ta harpe, demandé par Murray Schafer. Tu nous disais qu'il te demande de désaccorder la harpe. Voilà, c'est ça, j'accorde certaines notes en quart de ton. On entend là le ré, le mi, le la et le si. Donc finalement, ces quarts de ton, ces micro-intervalles, ce sont des petits intervalles qu'on retrouve dans la musique orientale, dans ces mélismes, ces sortes d'univers qui nous font tout de suite un peu voyager quand on entend ces mélismes. Alors, on va maintenant imaginer que nous sommes à Athènes. Tous les 7 ans doivent être livrés 7 filles et 7 garçons au Minotaure, un monstre né des amours de Pasiphaë, reine de Crète, et d'un taureau que lui a envoyé Poséidon, le dieu de l'océan, pour se venger de son époux le roi Minos. Thésée, prince athénien, décidé à lever cette malédiction, séduit Ariane, princesse crétoise. Il lui promet de l'épouser si elle lui fournit un fil à dérouler derrière lui pour retrouver son chemin dans l'inextricable labyrinthe où est enfermé le Minotaure. Mais une fois la victoire acquise, le héros abandonne la jeune femme sur l'île de Naxos, dans les Cyclades. C'est alors que Dionysos, alias Bacchus dans le panthéon romain, s'en éprend et s'envole avec elle pour l'Olympe. En cadeau de mariage, il lui offre une couronne d'or qu'il place dans le ciel pour former la constellation boréale, la couronne d'Ariane.
remontant le temps jusqu'à un peu plus de 3000 ans pour découvrir la plus ancienne notation musicale à ce jour, qui a pu être transcrite et nous permet ainsi d'écouter le plus vieux chant avec paroles et musique, l'hymne ourite à la déesse Nikal, retrouvé sur une tablette d'argile à Ougarit, en actuelle Syrie. Dans le cadre de la résidence de l'ensemble Kalliope, avec l'équipe du Musée d'archéologie nationale, grâce à un beau partenariat avec l'équipe syro-française de Ras Shamra Ougarit, nous avons mené l'enquête avec un regard de musicienne, passionnée d'histoire, curieuse, qui pose beaucoup de questions et qui aime écouter les réponses. Et j'aimerais vous la faire partager en musique, avec la voix de soprano de Colline Infante, avec la harpe de Delphine Benamou, ainsi que la compositrice Graciane Finzi, qui a accepté le challenge de porter son regard de créatrice et de nous écrire une œuvre musicale que vous entendrez en création mondiale. Tout a commencé en 1928, au bord de la mer, sur la côte du Levant, à Ras Shamra en Syrie, avec la découverte fortuite par un paysan d'une tombe construite en pierre. Sera ensuite créée en 1929 la mission archéologique française de Ras Shamra, dirigée à l'époque par Claude Scheffer. À partir de 1937, les fouilles révèlent les ruines d'une zone palatiale. Ougarit était alors la capitale d'un royaume levantin qui devint le vassal de l'empire hittite. Nous sommes environ 1340 avant Jésus-Christ. L'exploration du palais, proprement dit, commença en 1939 jusqu'en 1955. Le bâtiment a été dégagé dans sa presque intégralité et il a une superficie d'environ 6500 mètres carrés au sol. Le palais est la construction la plus vaste de la zone royale. Des centaines d'objets et de tablettes y furent découverts, la plupart des documents écrits qui faisaient partie d'archives. Et la caractéristique du corpus mis au jour à Ras Shamra est de témoigner d'un mélange de cultures. En plus du babylonien, de la langue ougarite, puisque nous sommes à Ougarit, on trouve à Ras Shamra l'attestation de 6 langues, le sumérien, le hittite, l'égyptien, le ourite, le louvite et le chypro-minoen. C'est ainsi que sont découvertes une trentaine de tablettes d'argile dites musicales, une seule est pratiquement complète. Constituée de 3 fragments, retrouvés lors de 2 fouilles différentes en 1951 et en 1953, la tablette porte le nom de H6. Il y est adopté l'écriture cunéiforme des Mésopotamiens, une écriture syllabique constituée de traits qui sont terminés par ce qu'on nomme des coins ou des clous. Pour écrire, on pratiquait des incisions dans des tablettes d'argile. La tablette se compose de 3 parties écrites en langue ourite. Un poème de 4 lignes qui indique les paroles du chant, les indications musicales sur 6 lignes et un colophon qui indique les noms du mode musical et du scribe. Alors nous allons revenir plus précisément sur ces éléments et sur les différentes interprétations qui ont pu en être faites. Le texte en ourite semble célébrer la déesse lunaire Nikal, qui viendrait de Mésopotamie, là-bas appelée Nigal, la grande dame, et qui se serait déplacée avec les ourites vers Ougarit. Une seule phrase est traduite de façon sûre. « Tu les aimes dans ton cœur ». D'autres interprétations associent les mots cham-cham à du sésame, des offrandes à la déesse. Également la phrase « Elles n'engendreront pas un fils ». Des tournures comme Hana, Hanuteti, Hanouka forment un thème verbal autour du mot enfantin. D'aucuns ont pu ainsi dire qu'il s'agirait d'une offrande à la déesse de la part des femmes infertiles, une offrande à la déesse Nikal. Le colophon indique vraisemblablement qu'il s'agit d'un hymne. Certains parlent plutôt de chanson, écrite par le scribe Hammurapi et en mode indiqué Nid Kibli, qui serait proche d'un mode qu'on appellerait plutôt dorien dans la musique occidentale ou mode de ré. On va écouter donc ce mode Nid Kibli, mode de ré. Proche d'une tablature, la notation musicale est une énumération d'intervalles suméro-acadiens. 11 différents intervalles en tout, chaque intervalle étant suivi d'un chiffre, sauf une exception.
D'autres tablettes cunéiformes, dites numériques ou théoriques, ont fourni des clés de déchiffrement de ce système. La terminologie utilisée et les indications témoignent que le système mésopotamien repose sur la pratique instrumentale, et notamment de la lyre ou de la harpe. Ainsi, on trouve des instructions pour accorder une lyre à 9 cordes dans 7 échelles diatoniques différentes. On y trouve aussi les noms des 9 cordes de la lyre et d'autre part ceux de paires de cordes. Il s'agirait donc, dans notre tablette H6, de noms d'intervalles entre 2 cordes d'une lyre. La grande question reste, est-ce que c'est descendant ou est-ce que c'est ascendant? Est-ce qu'il y a des mélismes? On va tout de suite écouter les intervalles notés dans la tablette H6. Au début, il est noté kablitou. Kablitou, ça veut donc dire, par rapport au déchiffrement des tablettes, que ça serait un intervalle entre le La et le Ré. Alors on peut faire par exemple le La qui monte vers le Ré, avec des notes à l'intérieur, ou on peut faire, donc c'est La, Si, Do, Ré, 1, 2, 3, 4, ou on peut descendre La, Sol, Fa, Mi, Ré, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on a des interprétations différentes, où d'aucuns prônent la quarte, le 4, et d'aucuns portent la quinte, le 5. Le deuxième intervalle de la tablette H6, c'est le Ré boutou, Ré, Fa. On peut écouter Ré, Fa qui monte, ou qui descend. Un autre intervalle, le dernier exemple, Seru, Fa, La. Finalement, ces interrogations sur les mélismes ascendants ou descendants nous rappellent que le système musical oriental, le makam, est une organisation des échelles mélodiques et qui est différent des gammes occidentales. Plus qu'un système d'intervalles entre les notes, il organise les cheminements à l'intérieur de ces échelles modales. Autant vous dire que dans le cadre de cette enquête, ce qu'il en ressort, c'est que depuis plus de 50 ans, il n'y a aucune véritable vérité. Il y a beaucoup d'hypothèses et il y a beaucoup de contradictions. Il nous faut rester très humbles et un peu oublier en quelque sorte nos codes occidentaux pour plonger dans cette culture orientale. Je vous propose d'écouter la première interprétation de ce chant, proposée en 1972 par Han Dralford Kilmer, professeur d'assyriologie à l'université de Berkeley en Californie. Elle a émis une hypothèse très particulière, indiquant le jeu de 2 notes qui créent le fameux intervalle, mais qui seraient jouées en même temps, ce qui créerait une forme d'harmonie. Colline chante donc la mélodie avec les paroles, Delphine fait une autre note, mais exactement en même temps. Portez aussi attention à la régularité du rythme, qui ressemble un peu à une procession.
Quelques années plus tard, Madame Duchesne-Guillemin, docteur en histoire de l'art et archéologie de l'Université de Liège, spécialiste de la musique et des instruments de l'Antiquité, notamment de la civilisation mésopotamienne, remet en cause la théorie de Anne Kilmer, et suivront beaucoup d'autres. Elle évoque, elle, la gamme heptatonique et fait une proposition avec une chorale belge, mais il n'y a pas de trace de partition de son travail. En 1982, Grégory Raoul Vitale, physicien, musicologue syrien, propose un travail colossal de recherche sur la musique suméro-akkadienne et répertorie dans des tableaux tous les éléments des recherches liées aux tablettes numériques. Il propose une nouvelle interprétation qui, à ce jour, n'a jamais été vraiment proposée autrement qu'en fichier MIDI de travail. Voici donc cette interprétation. La mélodie est jouée à l'unisson, voix et harpe. Le chant est traité différemment que par Madame Kilmer, par l'utilisation des 7 notes avec des mouvements ascendants et descendants, ce qui donne une beaucoup plus grande amplitude aux phrases musicales. La troisième interprétation de la tablette H6 est due à M. Richard Dumbrille dans la fin des années 90. Musicien professionnel anglais, éduqué autant auprès d'Olivier Messiaen à Paris qu'en archéomusicologie, il est spécialisé dans la musique babylonienne et enseigne à l'université de Londres, Harvard, Irak et Beyrouth. Il réfute ouvertement nombre de théories et assume une proposition moins occidentalement codifiée. On peut entendre une très belle vidéo avec un parti pris de mélisme et de couleurs orientales. Par contre, Richard Dumbrille garde quand même la structure des fameux intervalles entre 2 notes, mais observez la différence avec la proposition précédente de Vitale. Prenons par exemple le fameux intervalle de Kablitou, le fameux l'arrêt. Qu'est-ce que fait M. Vitale ? Donc, on a le l'arrêt qui monte. Je prends la partition maintenant de M. Dumbrille. On a toujours l'intervalle de la tablette qui note l'arrêt, mais une qui monte, une qui descend, et la sensation est très différente.
On va maintenant prendre le deuxième exemple, le Rebutu, l'intervalle Ré-Fa, et écouter ce que propose M. Vitale. Et le comparer avec la proposition de M. Dumbril. Et l'intervalle Serum dit Fa-La chez Vitale et chez Dumbril, eh bien c'est la même. Donc là, ils se retrouvent simplement sur cette petite tierce. Après discussion avec Richard Dumbril, qui ouvre le champ des libertés, dans un esprit de tradition orale, c'est avec son accord que nous vous proposons cette version. Les paroles, vous verrez, sont les mêmes que dans la version de Anne Kilmer ou de Grégory Vital. Après une introduction qui présente le fameux mode Nid Kibli, on va entendre la voix avec les paroles toutes simples, a cappella. Puis apparaissent des arpèges de la harpe créés par la compositrice Graciane Finzi dans l'esprit du mode qui accompagne la voix. Bien sûr, cela avant de vous faire découvrir sa propre création. Donc écoutons la tablette H6 dans la version de Dumbril, revue par Graciane Finzi et l'ensemble Calliope. Après ces trois regards posés sur la tablette H6, voici maintenant une version exceptionnelle. Nous vivons un moment unique. Ce n'est pas une musico-archéologue. Elle est tout aussi passionnée qu'eux. C'est une femme extraordinaire
qui depuis plus de 50 ans écrit des œuvres qui sont jouées dans le monde entier. Un opéra avec Jean-Claude Carrière, des œuvres symphoniques pour plus de 100 musiciens, des orchestres philharmoniques de Radio France, l'Allemagne, des grands solistes. Elle participe à de nombreux projets transversaux dans différentes langues. Elle porte ses regards la musique qui croise le portugais, l'hébraïque, l'arabe, le chinois. Elle-même a vécu longtemps au Maroc. Elle porte cet amour de l'Orient. Eh bien, 3000 ans après, la grande dame Graciane répond à la grande dame Nicale. Et la voici parmi nous. C'est une grande émotion d'accueillir Graciane Finzi. Merci de cette belle présentation. Merci infiniment et merci de cette commande qui m'a fait très peur. Parce que ce que tu dis est très joli et très intéressant sur cette vie musicale que j'ai pu avoir dans le monde et depuis pas mal d'années. Mais là, je me retrouve à être plongée dans une musique qui a existé il y a 3000 ans, dont on a des extraits et des transcriptions qui sont plus ou moins véridiques. On va dire qu'elles le sont, mais on ne le sont pas complètement. Moi, chaque fois que je dois composer une œuvre, j'ai peur de la page blanche, parce que la page blanche, c'est terrifiant, c'est un abîme. Là, je n'ai pas de page blanche, mais c'est tout aussi terrifiant, parce que je me retrouve avec une mission historique. C'est-à-dire que je peux écrire une mélodie. Bon, j'ai passé ma vie à écrire des mélodies, des symphonies, comme tu as dit, mais ça n'engage que moi. Là, ça n'engage pas que moi. Là, j'ai une mission. C'est historique. Je ne dois pas faire uniquement du Finzi, comme on dit. Il faut que je sois, par rapport à Madame Anne Kilmer, Monsieur Richard Dumbril et Raoul Vitale, qui ont été des chercheurs, qui ont vraiment travaillé, qui ont passé des années à chercher. Je ne peux pas, moi, tout d'un coup, impulsivement, travailler sur ces champs-là. Donc, je me suis donné une méthode, c'est-à-dire d'écrire ma musique, puisque tu me demandes ma musique, sinon tu pouvais demander à quelqu'un d'autre. Hein. Je pense que tu m'as fait l'honneur de me le demander à moi. Et je me suis dit, je vais prendre des petites cellules, c'est-à-dire que je vais travailler en miroir de ces musiques, de ces trois. J'avais ces trois partitions. J'ai commencé à travailler sur cette petite déesse et je me suis attachée à elle. Je me suis mise à l'aimer, à la trouver merveilleuse. Effectivement, c'est en phonétique, je ne comprends pas tout, puisqu'on ne sait pas tout. Mais je me suis imaginé que tout ce qu'elle pouvait dire, tout ce qu'elle pouvait vivre était beau. Elle était adorée, je crois, par son peuple. Donc, je vais vous donner peut-être le mieux, c'est de vous donner des exemples. Par exemple, le début de Richard Dumbril. Je fais une petite modification. Vous voyez, c'est une simple variation, mais on le retrouve, on le reconnaît. Alors, tout n'est pas écrit comme ça, avec une reconnaissance de ces petits modules. Mais je l'ai quand même utilisé plusieurs fois, toujours dans Richard Dumbril. Voilà, qui va donner élargi, c'est-à-dire que ça va être deux notes qui montent et une qui monte beaucoup plus haut, un grand intervalle. Donc, c'est agrandi, mais on les reconnaît. Voilà, mais c'est quand même très perceptible, je pense. Et je me suis servi aussi de cette petite, on va appeler ça un refrain dans Anne Kilmer, qui est un petit refrain qu'elle reprend 3 fois et qu'elle répète à chaque fois 2 fois, et qui m'avait beaucoup touchée, qui part d'un sol et qui est tout simple. Voilà, là je le fais a cappella et je trouve que je retrouve cette pureté qu'il y a dans cette musique. Et je me suis servi, mais là on ne va pas vous le faire entendre parce que je pense que ça se reconnaîtra et puis c'est une petite devinette. Toute la fin, j'ai pris les 10 premières mesures de Raoul Vitale
c'est exactement Raoul Vital, la même mesure, les mêmes intervalles, les mêmes notes exactement, mais j'ai ajouté 2 octaves si bémol, fa bémol, et qui reviennent régulièrement tout le long de ce mélisme à la harpe. Et ça devient du Finzi. Je pense que cette transmission, moi, m'a énormément bouleversée. Et ce qui me rend encore plus heureux, c'est que cette transmission, je pense qu'elle va je le souhaite, vous toucher. Parce que aussi bien Colline que Delphine m'ont énormément bouleversée dans ma mélodie. Parce qu'elles sont d'une sincérité et d'une musicalité qui, moi, me rend très heureuse. Donc, je souhaite que ça vous rende aussi très heureux.
Pour terminer ce programme musical Musique et Muse, un clin d'œil à ce magnifique lieu qui nous accueille, la salle de concert du château de Louis XIV, sa philharmonie de l'époque. Avec Attis, tragédie en musique composée par Jean-Baptiste Lully et créée ici, dans ce château à Saint-Germain-en-Laye, le 10 janvier 1676, destiné au divertissement du plus grand des héros, Louis XIV. Le livret de Attis s'inspire des fastes d'Ovide, vers 15 après Jésus-Christ. On y retrouve, bien sûr, muses, nymphes, déesses, dont la fameuse Cybèle, reine des dieux. Allons, accourez tous, Cybèle va descendre. Accourez tous, Cybèle va descendre. Allons, accourez tous, Cybèle va descendre. Allons, accourez tous, Cybèle va descendre. Que dans nos concerts les plus doux, son nom serré se fasse entendre. Son pouvoir doit s'étendre. Les dieux suivent les lois et craignent son courroux. Quels honneurs, quel respect ne doit-on pas lui rendre? Quels honneurs, quel respect ne doit-on pas lui rendre? Allons, accourez tous, Cybèle va descendre. Allons, accourez tous, Cybèle va descendre. Allons, accourez tous, Cybèle va descendre. Écoutons les oiseaux de ces bois d'alentour. Ils remplissent leur jour d'une douceur nouvelle. On dirait que dans ce beau jour, il ne parle que de Cybèle. Si vous les écoutez, ils parleront d'amour. Allons, accourez tous, Cybèle va descendre. Allons, accourez tous, Cybèle va descendre.